Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, où ce soir nous recevons Jennifer Murzo qui a sorti un roman le 4 mars dernier, donc tout récemment, qui s'appelle Le cœur et le chaos, sorti aux éditions Julliard. Ce soir, nous retrouvons Julie en Suisse, Julie Vaza qui est journaliste culture au magazine Elle. Et pour la première fois, je vais rester en co-animation avec Julie. Donc Jennifer, vous avez deux personnes pour vous ce soir. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal. Avant de commencer, je vais rappeler à nos amis participants qui peuvent poser des questions à Jennifer par l'intermédiaire de l'onglet Converser et je me chargerai de te poser des questions. Bonsoir Jennifer, comment ça va? Bonsoir, ça va bien, je suis très contente d'être là dans mon salon et d'être avec vous, ça me fait plaisir. Julie, tout va bien? Très très bien et très heureuse de cette rencontre avec Jennifer et qu'on anime ensemble pour la première fois. Donc ça, une grande première, ça va être très chouette. Alors pour commencer, on va faire travailler Jennifer. Est-ce que Jennifer, tu peux nous résumer en une minute les grandes lignes ou le résumé de ton livre? C'est toi qui choisis, c'est toi qui vois. Alors, Le cœur et le chaos, c'est un roman choral qui met en scène trois personnages assez différents en âge et en existence. Je suis mal partie pour les 1 minute, là, je le sens. Mais voilà, il y a Aurélien, qui est un jeune homme de 30 ans, très désillusionné, qui avait mené plein d'idéaux de front et qui a été un peu brisé par l'existence, qui se retrouve bien malgré lui livreur à vélo à Paris. Il y a aussi Alice, qui est une radiologue de 40 ans qui travaille beaucoup, qui s'est mise en couple un peu pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'amour ou une quelconque forme d'exaltation, et qui s'ennuie pas mal et qui essaie de tromper cet état de fait, de tromper son ennui et son compagnon sur des sites de rencontres adultères. Mais elle continue de s'ennuyer malgré ça. Et il y a Iris, enfin, qui est une femme de 92 ans qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, qui sent qu'elle est en train de ne plus s'appartenir, qui ne le supporte pas, parce que c'est une femme qui a toujours vécu dans un grand désir, une grande exigence de liberté. Et donc, elle essaye d'en finir. Et ces personnages ont en commun un rapport un peu insatisfait vis-à-vis de l'existence et vis-à-vis du monde tel qu'il va pour des raisons différentes, et puis une grande solitude. Ils partagent ça et ils vont de manière assez fortuite, enfin le hasard va les faire se frôler ou se rencontrer. Ben, c'est parfait. Merci, j'étais dans les clous là. Ok. Ouais, C'est très bien. Je me suis donnée là, je sens pas bien. Allez, Alors, on va revenir bien sûr sur chacun de ces personnages, mais avant ça, j'aimerais qu'on évoque avec toi le cadre dans lequel ces personnages évoluent. On est dans un monde assez chaotique aussi, dans un Paris où il fait très chaud, avec des incendies dans le sud de la France, avec une mousson, avec une pénurie de pétrole. Enfin, c'est quand même assez apocalyptique. Est-ce que tu penses qu'on tend inévitablement vers ce chaos? Est-ce que c'est vers quelque chose qu'on va? Est-ce que c'est une dystopie? Comment tu vois les choses? Alors, une dystopie, je m'étais déjà essayée à l'exercice avec mon précédent livre qui s'appelle La désobéissante et qui, pour le coup, prenait place en 2050, où là, j'avais vraiment poussé tous les curseurs de manière assez prononcée. Là, j'ai opéré une distorsion qui est moindre, même si ce livre a de commun avec La désobéissante que je me suis inspirée de ce qui existe déjà. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je ne fais pas d'effort d'imagination incroyable pour créer ces situations. Ces situations sont déjà là, dormantes ou pas. Mais est-ce qu'on tend vers ça? Je le pense, et d'ailleurs, je pense que alors le chaos, j'en sais rien, mais je pense qu'il y a une espèce d'aveuglement vis-à-vis de la situation telle qu'elle est, et que un éveil des consciences et un sursaut individuel et collectif sont extrêmement souhaitables, justement pour limiter la casse et pour inventer un avenir plus désirable et beaucoup plus épanouissant. Et c'est là que je suis pas dans une approche alarmiste et déprimante des choses. J'espère au contraire insuffler un esprit de résistance qui dise mais on peut faire mieux. Et là, en fait, si je pense que oui, en effet, on tend vers ça,
j'accréditerais ma thèse en parlant de la crise du coronavirus, c'est-à-dire qu'il y a 1 an et demi, on aurait été très loin d'imaginer que tout pouvait être mis à l'arrêt pendant 1 mois et demi. Cette crise, elle a, au-delà de tout ce qu'elle nous fait subir et à quel point elle met à mal les liens sociaux, l'économie et les moyens de subsistance d'une partie non négligeable de la population, elle a aussi révélé à quel point notre système économique dans sa globalité était fragile et à quel point cette mondialisation qui nous a depuis toujours été présentée comme vraiment l'apogée du progrès, la seule voie possible, ben elle montre ses limites parce que en fait, enfin, aucun pays n'est résilient aujourd'hui, on l'a vu, quoi. On a découvert que les masques étaient fabriqués en Chine, que la plupart des médicaments étaient fabriqués en Chine et que donc s'il y a des problèmes d'approvisionnement, comme c'est le cas dans le livre, eh ben, la machine s'emballe assez rapidement et ça crée une réaction en chaîne un peu incontrôlable parce que tout est tellement intriqué dans ce système hyper complexifié et mondialisé que voilà, ça donne ça. Et pourquoi Paris? Parce qu'on a l'habitude de voir Paris au cinéma, beaucoup. Là, dans ton livre, il est assez intéressant, ce Paris. C'était important que ce soit Paris, la ville? Alors, pour être tout à fait transparente, je suis plus à l'aise quand quand j'inscris le décorum dans quelque chose que je connais bien. Et il se trouve que je connais bien Paris parce que j'y suis née. Et donc, c'est vrai que. Mais je m'en suis presque pas voulu, mais je le regrettais un peu en écrivant. Je me disais, c'est dommage parce que la France est vaste et magnifique et ça m'aurait plu de placer l'intrigue ailleurs. Mais c'est quand même beaucoup plus facile pour moi d'incarner de manière hyper réaliste parce que j'ai quand même cette ambition, j'ai une approche très réaliste de la façon dont je mène mon écriture et mon intrigue, qui fait que ça me permet d'avoir des référents très nets, très clairs, une topographie que je maîtrise. Et donc voilà pourquoi Paris. Et puis bon, Paris, c'est quand même aussi une ville qui, même si on ne l'habite pas, est un peu connue, fait partie de l'inconscient collectif pour des lecteurs francophones. Et du coup, bah, ça permet d'avoir une espèce de référentiel commun qui est bien pratique, quoi. C'est vrai qu'on se représente tout à fait la situation. Alors, on le voit, c'est un cadre assez compliqué, des personnages dont les trajectoires font écho aussi à ce climat et à tout ce qui se passe. Je me demandais quel avait été l'élément déclencheur du coup de l'écriture de ce roman. Est-ce que c'est la situation ou est-ce que c'est des personnes que tu as croisées ou qu'est-ce qui a déclenché cette envie d'écrire sur ce sujet? Alors, ma toute première ambition, c'était de parler de légèreté. Donc, j'ai un peu dévié de ma trajectoire parce que enfin, de la légèreté, il y en a. Je veux dire, c'est quand même traité dans le livre, mais c'est vrai que c'est pas ce qui constitue le quotidien des personnages, évidemment. Mais je voulais essayer de parler de la façon dont on peut convoquer ce sentiment de légèreté où on sort un peu de soi-même, où on a l'impression d'être au monde vraiment totalement sensoriellement, intellectuellement, spirituellement. Ça arrive hein, parfois, bon, moi ça arrive beaucoup quand je bois du vin blanc, mais j'ai du mal à atteindre cet état totalement sobre et j'ai besoin aussi d'être stimulée par des gens et tout ça. Mais ça arrive. Et donc, j'aimais bien, j'avais envie d'analyser, enfin, analyser, le terme n'est pas le bon, mais d'explorer un peu cette constituante de l'existence humaine qui est quand même géniale. Et enfin, ce qui fait plaisir, quoi. Et puis ensuite, j'ai dévié un peu. Et évidemment, le monde tel qu'il va est pour moi une inspiration pour chacun de mes livres. Et en fait, j'ai l'impression que tant qu'on n'aura pas un peu redressé la barre, j'arriverai pas à parler d'autre chose dans mes livres que de la crise environnementale, que des impacts ultra délétères du système néolibéral sur nos intimités, sur nos existences. Et donc, évidemment, mon ambition première, c'est greffé à ça. Et donc, ça a donné ensuite ce que vous avez lu. Et puis, non, quand même, le personnage d'Iris m'a été inspiré par un film qui m'a beaucoup marqué. C'est un documentaire de Valeria Bruni-Tedeschi qui s'appelle Une jeune fille de 90 ans et qui est sublime, qui se passe dans un EHPAD. Et j'avais été bouleversée par le personnage principal de ce documentaire qui a certainement donné beaucoup de traits à Iris. Voilà. En tout cas, c'est
personnellement le personnage qui m'a le plus marqué aussi, effectivement. C'est très, très réussi. Et ce qui est très surprenant, c'est justement la façon dont tu investis chacun des personnages. Tu l'as dit, c'est un roman choral. Et tu utilises la première personne du singulier pour parler... pour faire parler chacun des personnages tour à tour. C'est très, très bien construit. Est-ce que ça a été compliqué d'entrer dans la peau de chacun de ces personnages? Ou peut-être plus dans un que pour l'autre, peut-être? Alors, honnêtement, non. Ça a été assez naturel, mais ça a aussi été l'aboutissement d'un travail assez conséquent de documentation. Pour chacun des personnages. Alors, je ne me suis pas servi de tant de choses que ça pour Alice, parce que j'avais fait quand même pas mal de recherches sur les études de médecine, comment ça se passait, comment on devenait radiologue, qu'est-ce que c'était que ce métier, etc. Mais donc, bon, ça, c'est pas le plus gros enfin, c'est pas le travail qu'on retrouve le plus dans le livre. En revanche, pour Trelox, j'ai lu beaucoup de choses et regardé beaucoup de choses sur les free parties, parce que Trelox, comme je disais tout à l'heure qu'il était revenu de beaucoup de désillusions, il était, enfin beaucoup d'illusions, c'était un grand jouisseur et quelqu'un d'assez exigeant vis-à-vis de l'existence, c'est-à-dire il s'était investi dans une esthétique de la marginalité qui était politique et qu'il avait vachement exercé dans le cadre des free parties. Et donc les free parties, on appelait ça des rêves quand j'étais jeune. Et donc les free parties, j'ai découvert que c'était très intéressant parce que c'est pas seulement se défoncer la tête devant des murs d'enceinte et écouter du boom boom et danser un peu bizarre. C'est aussi un système. Enfin, au début, c'était l'idée, quoi. C'est aussi un rapport au monde anarchiste, une idée de l'organisation sociale qui ferait confiance aux gens. C'est une liberté intellectuelle assez réjouissante. Et donc, j'ai fait beaucoup de recherches sur ça, sur les free parties, sur la dimension politique qu'elles revêtaient. Et puis pour Iris, il y a eu ce documentaire. Il y a eu aussi un livre que je recommande à tout le monde, qui s'appelle La vieillesse de Simone de Beauvoir, même si on ne s'intéresse pas particulièrement au grand âge, avec un peu de chance, on deviendra vieux un jour. Et je pense que c'est très intéressant à ce titre de lire ce livre, parce que c'est un livre un peu sur la condition humaine, en fait, sur ce truc qui fait qu'inexorablement, on tend vers quelque chose qui s'apparente souvent à un naufrage, mais ce n'est pas une fatalité. Et dans ce livre, elle croise plein de disciplines et elle en fait un truc absolument lumineux qui m'a beaucoup aidé à appréhender ce que c'était qu'être dans la peau de quelqu'un de 92 ans, parce qu'évidemment, moi, je me lève le matin, j'ai un peu mal au dos, mais je ne connais pas cette douleur mais sempiternelle à partir d'un certain âge. Quand on a plus mal, quand on se réveille, c'est qu'on est mort et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Ça, je le connais pas, je le vis pas dans mon être, et donc je me suis inspirée de beaucoup d'écrits et de documentaires et de films, et j'ai beaucoup parlé à des personnes très âgées aussi pour essayer d'appréhender en toute humilité, parce que je crois que tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas vraiment tout à fait comprendre l'ampleur du phénomène, mais j'y suis très sensible. Et donc, c'était pas si difficile. En fait, à chaque fois, j'écrivais à la première personne et j'étais dans leur tête, et très honnêtement, c'était jouissif, quoi. Et c'est pour ça que j'avais pris le parti d'écrire à la première personne, c'est que je savais que ça allait repousser pas mal de cadres et ça allait repousser une éventuelle distance que j'aurais pu avoir vis-à-vis de mes personnages si j'avais été un narrateur omniscient. Et j'ai adoré ça. Vraiment, à chaque fois, j'étais très contente de retrouver l'un ou l'autre, de reprendre leurs habitudes de vocabulaire, leur façon de s'exprimer, les trucs un peu surannés d'Iris. Je me suis beaucoup inspirée de la façon dont mes grands-mères parlaient. Et voilà, donc non, c'était pas difficile, et surtout, c'était c'était très jouissif en tant qu'écrivain. Est-ce que tu t'es inscrit dans un site de rencontre pour être au cœur du sujet ou pas du tout? Non, j'ai regardé comment c'était foutu quand même. Je me suis inscrite, enfin oui, je me suis inscrite juste pour voir l'interface et pour voir comment ça se passait. J'ai chatté un peu. J'ai vu que les gens avaient très très faim, parce que moi j'avais même pas mis de photos et tout. On savait pas si j'allais plaire à la personne ou pas, mais ils s'en foutaient en fait, les gars. Ils avaient juste très très envie de se rapprocher physiquement de qui que ce soit. Et enfin, en tout cas, le premier contact c'était ça. Mais donc voilà, c'était vraiment un test journalistique, quoi. Comme enfin, j'ai été journaliste un peu, et donc c'est ce que j'aurais fait si j'avais écrit un article. Et ensuite, pour creuser, en revanche, j'ai rencontré des gens qui étaient adeptes du site. Et j'ai lu des articles aussi, voilà. Mais non, je suis pas allée. C'était pas du gonzo roman où on va au bout
de l'expérience pour bien la ressentir. Parce que tu nous écorches aussi beaucoup les réseaux sociaux. Toi, tu n'es pas comme Aurélien, toi, tu as vendu ton âme aux réseaux sociaux. Complètement. Je suis une vendue totale. Je le vis pas très bien, mais oui, je me suis vendue et puis je connais les mêmes contradictions qu'Alice, c'est-à-dire qu'Alice, elle trouve que elle n'est pas dupe de la manœuvre, elle n'est pas dupe de tout ce qui est à l'œuvre pour faire en sorte qu'on y revienne, elle n'est pas dupe du fait que ça parle au cerveau reptilien dès qu'il y a une petite notification rouge, on est content, ça envoie un petit shoot d'endorphine. Elle sait tout ça, en plus elle est médecin, donc elle a une approche assez distancée. Mais ça l'empêche pas d'en être le jouet et donc de jouer le jeu. Et je suis pareil. Moi, quand je poste un truc, après, je regarde si les gens ont liké. Et puis, si c'est rouge, je suis contente, quoi. Donc, c'est nul. Mais oui, je joue le jeu. Et puis, je joue le jeu aussi parce que j'ai l'impression que, et vraisemblablement, je trouverais des contradicteurs et qui auraient raison. Enfin, on pourra en débattre. Mais j'ai l'impression que quand on écrit, quand on a la prétention d'exister un peu sur la scène culturelle, c'est quand même mieux d'avoir ce genre de relais pour que les gens sachent qu'on existe, quoi. Donc, faire 100, bah, je ferai 100 quand je pourrais me le permettre, quoi. Mais pour l'instant, c'est pas une option. Alors, ces trois personnages sont très seuls, chacun dans un type de solitude propre, et en même temps, ils se ressemblent par leur manière d'être et par leur manière de résister. Est-ce que tu dirais que c'est la solitude ou plutôt la résistance qui les rapproche tous les trois? Les deux, et je pense que solitude et résistance sont liées parce que la solitude, même si elle peut par moment pour eux être un choix ou être confortable, ils sont quand même portés vers l'autre. Alors ça veut dire, en fait, si on pousse un peu le truc, ils sont portés vers l'humanité, quoi, vers le social, même s'ils ne l'admettent pas. Et donc la solitude, de fait, rejoint une certaine idée de la résistance, puisque en fait, on se rend compte que tout seul, on va pas si loin, quoi, et qu'on a quand même besoin d'être inspiré par les autres et stimulé et, et réconforté par les autres pour essayer de s'inscrire dans le monde. Et eux, il se trouve que ils s'inscrivent dans le monde. Comme ils ne sont pas d'accord avec le monde, le fait de se rencontrer va leur permettre d'envisager eh bien, d'autres façons de faire, d'autres façons d'exister. Alors, je prends la brèche de la solitude là. Est-ce que tu penses que la solitude permet de mieux se retrouver, de mieux se connaître? Ah oui, oui, je pense qu'elle est. On dit souvent elle est à l'esprit ce que la diète est au corps. Je suis très d'accord. Il se trouve que moi-même, j'adore voir des gens et ça me manque en ce moment parce que je continue de voir des amis très proches, mais c'est vrai que je vois je vois moins de gens qu'avant et je sens à quel point c'est un peu cruel, quoi. J'aime vraiment voir des gens. Et pour autant, moi, je travaille toute seule chez moi depuis une dizaine d'années, donc j'ai quand même l'habitude d'être très seule et j'adore ça. Et j'ai l'impression qu'en étant seule, effectivement, on accède à des vérités et à des prises de conscience. Ça ne vaut pas pour tout, bien sûr, hein, mais auxquelles on a du mal à accéder quand on est pris dans l'émulation d'une relation avec quelqu'un. Et puis ça, je l'avais ressenti particulièrement pour mon précédent livre, j'étais partie toute seule dans les bois pendant une semaine et j'ai vraiment eu des moments je sais, vraiment de plénitude absolue à me retrouver seule face à la montagne. En plus, j'étais dans un cadre qui fait se sentir tout petit et, et j'avais l'impression, et peut-être ça aurait été extraordinaire de partager ça avec quelqu'un qu'on aime, bien sûr, et j'exclus pas du tout de le faire, mais j'avais trouvé ça très chouette d'être bien avec moi-même, quoi, et d'avoir besoin à ce moment-là de rien d'autre. Donc oui, je pense que la solitude permet quand même de faire le point sur pas mal de choses et plus largement la contemplation. Et on peut difficilement être contemplatif à plusieurs parce qu'on va être tenté de parler, alors que seul, on peut vraiment se livrer au rien du tout sans complexe. Et je pense que le rien du tout est extrêmement régénérant et que là encore, c'est un acte de résistance dans cette société qui demande d'être très performant dans l'action, d'être toujours un peu productif ou toujours en train de regarder des trucs sur Netflix ou ailleurs. Le fait de rien faire, c'est déjà de la résistance et ça permet déjà de prendre une saine distance vis-à-vis de la vie, je pense, et de savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut vraiment, en fait. Et justement, l'écriture dans ce cadre-là, est-ce que c'est un acte de résistance? Alors, complètement. Au même titre que la lecture, j'ai l'impression, parce que
quand on lit, ben on s'extrait quand même de la marge du monde, on prend le temps de rentrer dans une autre façon, enfin, de considérer l'existence, la vie, une certaine forme de philosophie, quoi. On embrasse la philosophie de l'auteur au moment où on le fait. Donc, je considère qu'en soi, la lecture est un peu une résistance parce que ça permet d'élargir les perspectives intellectuelles de pensée en général. Donc, je pense que c'est ce qui peut nous arriver de mieux, de lire des livres. Enfin non, il y a plein d'autres trucs géniaux, mais c'est quand même incroyablement nourrissant, délicieux et réconfortant de lire. Et le pendant de ça pour moi, ça a été effectivement l'écriture. J'aimais tellement lire et j'aimais tellement ce que ça m'apportait que j'ai eu envie d'essayer moi aussi de dire mon rapport au monde. Et donc oui, c'est un peu un acte de résistance et ça l'est d'autant plus, en tout cas dans l'idée que je me fais de ce que moi je souhaite être en tant qu'auteur, parce que moi j'ai une approche quand même un peu politique. Enfin, politique, c'est beaucoup dire, mais engagé, oui. un peu engagée, ouais. Après, ça reste de la littérature et j'apporte un soin très grand à mes personnages, au décor, à la psychologie des personnages, etc. C'est pas des romans qui sont exclusivement militants, mais il y a quand même ça, parce que c'est tellement important, je crois, aujourd'hui, de proposer des récits qui disent que d'autres voies sont possibles et que tous les acteurs de la culture aujourd'hui ont une énorme responsabilité à cet égard. Parce qu'encore une fois, la situation est très critique et le degré d'urgence auquel on est confronté considérable. Et donc, je pense que le monde artistique a beaucoup à apporter parce que justement, il parle au cœur, quoi, et que on fait, enfin, il parle au cœur. En tout cas, oui, il est sur un levier un peu émotif qui n'est pas celui du politique, qui n'est pas celui des sciences humaines et qui permet parfois de favoriser un frétillement et des petites prises de conscience qui me semblent essentielles aujourd'hui. Donc, je me fais une idée de la littérature qui est assez résistante. Oui. Il y a des grandes thématiques très importantes, dont le principal, avec Iris, c'est quand même la vieillesse. Quand vous dites que la société actuelle planque ses vieux dans des mouroirs, qu'on tourne la tête, qu'on ne veut pas les regarder, mais que quelque part, nous aussi, on va être vieux et qu'on ne peut pas esquiver la fatalité. Ça, c'est important. Il y a quand même des sujets très engagés. Après, il y a aussi les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants, puisque Alice ne veut pas avoir d'enfants. Vous avez des sujets très forts. Moi, j'appelle ça de l'engagement quand même. Ah oui, non, mais je sais pas du tout un mot honteux. Pour moi, au contraire, j'assume complètement que ce soit engagé et que ce soit engagé en faveur de l'écologie, en faveur du féminisme, en faveur d'une certaine forme d'humanisme que j'espère défendre. Oui, c'est un roman engagé, bien sûr. Ouais. Je vous rassure, tout ça est bien écrit avec le poids littéraire qu'il y a derrière. Merci Nathalie, parce que je sais que ça fait peur engagé. Mais c'est super, achetez-le, hein, c'est vachement bien. Et il y a quand même, on l'évoquait avec Nathalie en préparant la rencontre, il y a des moments où on arrive. Il y a des passages qui sont drôles, malgré tout, malgré la difficulté du sujet, la solitude de ces personnages, leur quête de liberté énorme. Il y a de la légèreté, c'est vrai, et des moments où on sourit. Mais oui, parce que de toute façon, les existences humaines finalement sont si vaines, parfois il faut être un peu modeste, quoi. Et donc c'est vrai que moi j'aime bien tourner en dérision parfois des situations. Je le fais très souvent. J'ai un recours à la dérision dans mes livres qui est quasiment systématique. Il y a toujours un moment où finalement tout ça n'est pas si grave. Le gros du truc est ultra grave, ça c'est sûr, l'état de la planète et tout ça, très grave, pas rigolo. Mais nos petits errements existentiels, nos petites batailles d'ego, nos petites inquiétudes, ça mérite d'en rire, pas parce que c'est pas seulement pour dédramatiser, c'est juste parce que c'est aussi une façon de les traiter en fait, et puis que j'aime bien faire des blagues. Donc ouais, il y a de l'humour parfois dans mes livres. Ouais. Alors, tu as travaillé avec plusieurs éditeurs et je me demandais ce que tu attendais de ta relation avec un éditeur. J'ai trouvé le livre hyper bien construit et je me demandais quelle était ta relation avec l'éditeur. Alors, la relation avec mon éditrice aujourd'hui est un peu ma relation rêvée et j'espère vraiment qu'on va faire un bon bout de chemin ensemble parce que donc c'est Vanessa Springora, mon éditrice, qui travaille avec Marie Lavallée, qui a travaillé ensuite, qui est une orfèvre extraordinaire avec laquelle il y a eu beaucoup de relectures
ensuite. Donc, c'est vraiment une équipe assez géniale, Julia, pour ce que j'ai pu en juger depuis le début. Et Vanessa, je l'ai rencontrée sur la base, enfin, je l'avais déjà rencontrée parce que j'étais chez Robert Laffont avant, et donc je l'avais rencontrée, mais dans des cadres comme ça, un peu professionnels, mais bon, voilà, on n'écrivait pas ensemble. Et je l'ai rencontrée sur la base de 50 pages, je crois, que je lui ai fait lire, donc c'était le tout début. Et il y avait juste les 3 premiers, non, un peu plus, 65 pages, je crois, il y avait juste les 3 premiers chapitres. Et elle a été intéressée, et je me souviens que je suis repartie de son bureau en me disant waouh, c'était, je pense, parmi les 2 heures les plus denses de mon existence, parce que vraiment, elle m'avait tellement nourrie, elle avait fait une lecture tellement intelligente et attentive, et elle m'a poussée dans ce que je voulais faire, mais elle m'a engagée à aller parfois. Pardon, il y a des trucs qui s'ouvrent là, pardon, mais je ne peux pas enlever le wifi en même temps. Elle m'a poussée dans les directions que j'avais l'intention de prendre, mais elle m'a dit de me faire confiance, notamment sur l'émotion. Elle me disait, t'es quand même. Parce que c'est vrai que j'ai une grande pudeur dans l'écriture de manière générale. Et elle m'a poussée un peu vers ça, vers le fait d'explorer l'émotion sans avoir peur de le faire, de sortir un peu de ma zone de confort du coup, et je sais à quel point c'est important pour n'importe quel artiste dans n'importe quelle discipline de sortir de sa zone de confort, et je crois qu'elle m'a aidée à le faire, elle m'a vraiment accompagnée vers ça, et puis par ailleurs elle m'a recadrée, elle m'a encouragée à faire des chapitres plus courts, et vraiment ces 2 heures, je vais pas les résumer, en plus j'en serais incapable, mais je me souviens juste que je suis sortie en me disant que j'avais beaucoup de chance et que j'espérais qu'elle serait convaincue, parce que sortie de là, j'avais rien signé, elle m'avait pas dit c'est bon, youp la boum, elle m'avait dit renvoie-moi un truc. Et donc j'espérais de tout cœur que j'arriverais à la convaincre qu'il fallait travailler avec moi. Et elle m'a sauvé mon confinement, parce que moi j'étais en train de sombrer. Enfin, le seul truc qui était cool, c'est que je m'occupais beaucoup de ma petite fille, et ça c'était très épanouissant. Mais sinon, le premier confinement, il y avait quand même un côté un peu bof. Oh bah tout est foutu finalement. Alors bon, je buvais du yoga, je buvais du vin blanc, et je faisais beaucoup de yoga, et je m'occupais de ma fille, mais j'avais un peu lâché la rampe sur tout le reste. Et j'ai reçu ce coup de fil providentiel au milieu qui m'a dit ben on y va. Et alors là, bon, c'était la folie. Et donc enfin je ne peux pas vous dire ma joie, mais ma joie aussi de travailler avec elle, et dans cette maison qui est une maison extrêmement littéraire. Julliard, ils produisent très peu de titres, ils sont pas dans une espèce d'hyper production, et puis enfin de surproduction, et puis ils attachent vraiment une attention au texte qui est assez remarquable, et je crois assez rare aujourd'hui, parce qu'ils font que ça, parce que c'est leur cœur de métier, la littérature, la langue, et je crois que j'ai jamais autant travaillé un texte qu'avec eux, et c'était un immense plaisir. Et vraiment, je ne vais pas me répandre, mais j'ai beaucoup de chance, elles sont géniales, et vraiment, je suis très heureuse que Vanessa soit mon éditrice. C'était Je pense une qu'elle a émulation. Je pense qu'elle a trouvé la fibre littéraire qu'il y avait en toi, et elle a déroulé le fil, et toi tu l'as suivi, et c'est très bien, parce que par rapport aux précédents, puisque moi j'ai lu presque tous les précédents, je trouve que justement le poids littéraire il est là, et elle t'a amené à un endroit effectivement qui n'était pas ta zone de confort, et je te rassure, l'émotion elle est partout dans le livre. Non, mais je suis ravie. Je suis ravie de ça, mais je lui dois beaucoup. C'est vraiment une éditrice qui fait très très bien son travail. C'est un métier très exigeant, éditeur. Et aujourd'hui, je crois que c'est difficile dans ce contexte où les éditeurs produisent beaucoup. C'est très difficile de vraiment accorder à chaque texte autant d'attention qu'elle en a accordé au mien. Et donc à ce titre, je me sens très très chanceuse. Ouais. Et alors le titre qui, moi, je trouvais très très réussi, et la couverture aussi, comment ça a été choisi? Alors, en fait, pendant toute la rédaction du livre, mon titre, c'était Exulter, parce que justement, j'étais toujours sur mon truc de légèreté. Mais plus j'écrivais, plus la notion d'exulter s'avérait, elle existe, hein, elle est traitée dans le texte, mais elle s'avérait moins centrale. Donc, là, arrivait le moment très désagréable où donc il faut trouver un titre. Moi, j'aime pas trop ça. Et soit ça arrive tout de suite, comme ça a été le cas pour Il bouge encore, mon deuxième roman, où c'était arrivé tout de suite. Mais sinon, quand ça n'arrive pas tout de suite, je sais que ça va être un peu pénible et douloureux. Enfin, douloureux, non, j'exagère, mais pénible. Et Le cœur et le chaos, en fait, c'est dû à
les deux mots figurent dans la dernière phrase du livre. Il y avait une allitération sympatoche. Le cœur, ça me rappelait Les intermittences du cœur, qui est le titre premier de la recherche du temps perdu de Proust, parce que je me compare à Proust, bien entendu. Et que non, mais qu'il y avait toute une réflexion sur le sentiment, le cœur, et puis l'organe aussi, parce que c'est un livre qui parle aussi beaucoup du corps. Donc le cœur revêtait toute cette variété sémantique qui était bien pratique parce que ça évoquait beaucoup de choses. Et puis le chaos, le chaos quoi. Et le cœur et le chaos, bon, effectivement ça sonnait bien. Je l'ai proposé à Vanessa qui a immédiatement réagi avec beaucoup d'enthousiasme. Donc j'avais réglé ce problème finalement sans trop de peine, j'étais ravie. Et la photo, figurez-vous que c'est une photo d'une photographe qui s'appelle Charlotte Gonzalez, qui a beaucoup de talent et qui travaille principalement. Elle fait de la photo de presse et tout ça, elle collabore à Libé, à plein de titres de presse, d'infos pur et dur. Mais elle s'était spécialisée au moment où je l'ai rencontrée dans un vernissage il y a 3-4 ans, dans l'abandon et l'abandon dans la fête. Donc justement, exactement mon sujet. Et donc j'avais discuté avec elle, à cette époque-là, j'étais encore dans mon histoire de je veux traiter de la légèreté et tout. Et on avait discuté, et j'avais encore jamais vu ces images à ce moment-là, mais je l'avais trouvée très intéressante. Et ensuite, j'étais allée voir ces photos, et j'étais tombée, mais vraiment en pamoison, sur celle-ci qui s'appelle 5 a.m., donc 5 heures du matin, c'est pas du tout posé, hein, c'est après une espèce de soirée un peu déglingo, c'est des gens qui s'enlacent dans les mégots et les vieilles bouteilles de bière, et j'avais trouvé ça absolument sublime, parce que je trouve que cette étreinte est d'une grande pureté, au milieu du caca, et je trouvais ça très beau que je trouvais que ça disait quelque chose de à quel point deux êtres qui s'aimaient, même s'ils s'aiment de manière très éphémère, pouvaient se faire du bien et s'abstraire de tout le reste. Et je trouvais ça sublime, et il se trouve que ça illustrait vraiment. Ah ouais, parfaitement. On avait beaucoup de bol, quoi. Et donc, pareil, je l'ai proposé à Vanessa, qui a immédiatement dit, mais génial, c'est exactement ça, ça illustre complètement ton livre. Donc, gros coup de bol, quoi. Et du coup, j'adore particulièrement, effectivement, cette couverture, parce qu'elle est très fidèle à ce que j'ai voulu faire. Elle est même mieux que ce que j'ai fait, je trouve. Mais du coup, elle correspond à mes ambitions. Alors que moi, quand j'ai lu, tout de suite, dès les premières pages, m'est apparu ce titre de Souchon, Ultra moderne solitude. Mais c'est exactement ça quand même. Parce que la solitude, elle est ultra moderne dans ton roman. Ouais, mais c'est un livre très, très contemporain, parce que tout comme je m'inspire de Paris, parce que je connais bien, je m'inspire de l'époque parce que je connais bien, et que je suis très... je fais des efforts d'observation très soutenus, c'est-à-dire que je suis très attentive à ce qui se passe, à la façon dont ça se passe. Je lis souvent des choses pour essayer de m'aider à décrypter des phénomènes. Et donc ce livre, il est très ancré dans justement tout un référentiel ultra contemporain, qui est parce que j'essaye enfin pas j'essaye, mais en tout cas ça vient un peu comme ça, mais je me dis que ça peut créer une très forte identification du lecteur, parce que c'est vraiment de son monde et de son quotidien peu ou prou que je parle. Et donc voilà, et j'aime beaucoup ce titre de Souchon, ce qui est fou en plus, c'est qu'il doit avoir 20 ou 30 ans, quoi. Et c'est un peu terrible de se dire à combien des artistes ou des intellectuels crient dans le désert depuis des années, parfois un siècle, en disant non les gars, c'est pas la bonne direction, attention, et puis le monde continue sa course folle. Et bon, je me demande quand ça s'arrêtera. J'ai bon espoir que ça finisse par s'arrêter, parce que de toute façon il y a un moment où la machine s'enraye, donc voilà. Mais en tout cas, c'est une super chanson, et je l'aime beaucoup, et je l'écoute assez souvent. Avant qu'on oublie, moi je voudrais qu'on parle, je te repasserai la parole Julie, des personnages secondaires. Moi, il y en a un qui m'a particulièrement intéressée, c'est le banc. Parce que je trouve que le banc, il a une importance. Après, il y a Bertrand. Bertrand, c'est le compagnon de Alice. Bertrand, Un peu un banc aussi. Oui, il m'a beaucoup fait rire, lui. Et il y a aussi les enfants d'Iris. Parce qu'ils sont aussi importants, ces personnages secondaires. Ils apportent beaucoup de choses, de poids au roman. Oui, bien sûr, parce que déjà, c'est des personnages qui se sentent seuls, mais qui le sont de manière un peu plus relative. Et les enfants d'Iris, ça me permettait de traiter... Enfin, ça me permettait. Ils sont là parce qu'ils avaient une raison d'être, et qu'ils se sont imposés tout de suite. Mais il se trouve que c'était intéressant pour moi d'explorer leur psychologie, leur rapport à leur mère, parce que c'était une façon de traiter du thème de la filiation, qui m'intéresse beaucoup. Alors, du point de vue du parent, qu'est-ce qu'on souhaite transmettre à son enfant? Comment est-ce qu'on échoue? Comment est-ce qu'on réussit parfois à transmettre ce qu'on veut?
et puis du point de vue des enfants, à quel point on s'est senti floué parfois, ou mal aimé, ou maltraité, ou dans le cas de Trélox abusé sexuellement. Donc ça me permettait oui, voilà, d'explorer le thème de l'affiliation qui me semble extrêmement riche. Alors après, on pourrait y consacrer des livres et des livres en soi, hein, c'est un thème en soi, mais voilà, ces enfants, c'était intéressant pour plusieurs raisons, mais pour celle-ci notamment. Et puis Bertrand, Bertrand, il est gentil, quoi. Vraiment, je ne sais pas comment on peut dire, c'est terrible. Et en plus, il y a cette phrase du Père Noël est une ordure qui est horrible, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, elle est gentille. Et je ne souscris pas du tout à cette phrase, pourtant, elle me fait beaucoup rire. Mais je n'y souscris pas parce que moi, je valorise énormément la gentillesse. Je trouve que c'est une qualité complètement mal estimée et c'est très dommageable pour la société que les gens aient à ce point appris à mépriser la gentillesse. La gentillesse, c'est une force et c'est fondamental. Et moi, vraiment, je trouve que c'est une qualité. Après, il se trouve que Bertrand, ben, ça suffit pas, quoi. Il est gentil, mais il est un peu que ça, en tout cas aux yeux de sa compagne. Et donc, bah, c'est pas assez excitant, quoi. Voilà. Mais il sympatoche et puis il s'en remettra de sa rupture. Il va trouver une petite pépée à son goût, moins compliquée. Ça va bien se passer. J'ai bon espoir pour Bertrand. Et le banc, effectivement, c'est aussi une façon de. Alors, le banc, donc, c'est le banc sur lequel Trélox passe. Enfin, Aurélien s'appelle aussi Trélox. C'est un banc sur lequel il échoue assez régulièrement, notamment en tant que livreur pour attendre les livraisons, enfin les commandes. Et ce banc dit aussi un peu le naufrage des villes urbaines, des villes modernes qui ont éradiqué ces lieux de socialisation qui ne coûtent rien. Ça coûte pas cher, ça coûte pas d'argent de s'asseoir sur un banc. Et du coup, il n'y en a plus, parce que c'est pas cool quand ça rapporte pas d'argent. Et donc, c'est vrai qu'il y en a encore quelques-uns. Et puis, il y a eu quelques efforts d'urbanisme faits dernièrement. La place de la République, notamment, favorise voilà, une certaine forme de squat. Enfin, on peut se retrouver et tout ça. Mais enfin, dans Paris, je vous mets au défi de compter les bancs. Il y en a de moins en moins. Alors que quand j'étais petite, je me souviens, il y en avait vraiment beaucoup plus. Donc, ce banc, il dit aussi une certaine idée du vivre ensemble qui disparaît, quoi, parce que c'est un des seuls survivants de la capitale, le banc sur lequel il squatte. Donc, Alors, en même temps, il représente aussi une forme d'espoir dans ton livre. On ne va pas en dire. Oula là là il ne faut pas en parler. Là. Mais justement, c'est un roman, on l'a compris, âpre, difficile, mais qui n'est pas dénué d'espoir. Et cet espoir se concrétise dans ces rencontres. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu penses de ces rencontres? Je pense qu'on ne changera rien si on peste tout seul dans notre coin. Je pense que les humains... Je pense que l'amour au sens large, pas seulement le sentiment amoureux, est un levier de mobilisation, de résistance et de changement extraordinaire. Et donc la rencontre, effectivement, qu'il s'agisse d'une relation amoureuse au sens le plus banal ou d'une relation d'amour platonique ou d'une relation d'amitié, enfin pour moi dans l'amitié il y a beaucoup d'amour aussi, eh bien ça permet de changer le monde, quoi. Et donc comme je le dis dans ma petite présentation, je dis ça parce que les gens me diraient elle se répète, elle est chiante, mais comme je le dis dans ma petite présentation, je ne sais pas le dire autrement, je crois que tant que les gens seront capables de s'aimer et d'aller les uns vers les autres, mus par cet amour, par ce sentiment qui les dépasse, eh bien, tant qu'ils seront capables de sortir d'eux-mêmes pour se projeter vers l'autre et donc dans le monde, on pourra espérer que ça bouge un peu. Le problème, justement, c'est que là, on vit des temps où je sais bien qu'ils font ce qu'ils peuvent au-dessus, mais ils ont quand même géré cette crise. Enfin, bon, on ne va pas rentrer là-dedans, mais bref. En tout cas, il se trouve qu'aujourd'hui, on est quand même vachement déconnectés les uns des autres. On nous encourage à avoir recours à nos ordinateurs pour rester en lien et tout ça. Et c'est un piège dans lequel il ne va surtout pas falloir tomber dans les mois qui viennent, si jamais ils finissent par nous déconfiner et tout ça. La rencontre, c'est essentiel et ça se passe physiquement. Et voilà, moi je crois à ça, à cette projection hors de soi et vers les autres. Alors, page 174, il y a une très belle définition de Jennifer Meursault, je vais la lire, de la rencontre.
Une vraie rencontre, on fait la connaissance de tellement de gens sans jamais les rencontrer. La vraie rencontre déstabilise, elle fait ressentir les pulsations du réel, sortir de soi, du temps, retrouver le monde. Je trouve cette définition sublime. Voilà, je voulais juste la lire. Bah, merci, mais je dois rendre à César ce qui lui appartient. Elle m'a été quand même franchement inspirée par une conférence que je suis allée voir de Charles Pépin, d'ailleurs, il a écrit un livre sur la rencontre depuis cette conférence, mais c'était avant qu'on nous enferme, il y a 1 an et quelques, qu'il avait fait une conférence assez remarquable sur la rencontre. Et je me souviens il ne le dit pas évidemment dans ces termes exactement, mais je me souviens que ça avait résonné en moi avec beaucoup de vivacité, cette idée d'être au monde quand vraiment on rencontre quelqu'un qui a du sens, enfin en tout cas qui fait sens pour soi. Effectivement, j'avais cette idée de pulsation, donc celle du cœur et celle du monde. Je comprenais ce truc où on a l'impression d'être au bon endroit au bon moment. Et donc voilà, mais je dois quand même rendre hommage à Charles Pépin qui m'a inspiré ces réflexions sur la rencontre, sachant que je suis allée dans cette conférence un peu à dessein parce que j'étais dans ces thématiques-là. Mais voilà, il en parle très très bien aussi. Ok. Julie, est-ce que tu as d'autres... Si avant qu'on passe aux questions, quand même, il faudrait évoquer la famille. Ouais. Jennifer, ça se passe comment pour vous, la famille? C'est quoi la place de la famille pour vous? J'adore, j'adore la famille. J'ai beaucoup la famille quand même. Non, la famille, c'est un vrai sujet, Nathalie, vous savez. Mais non, j'adore mes parents. Je les adore. Après, voilà, je suis parfois critique. Ça a souvent été conflictuel entre nous parce qu'il y a eu plein de trucs. Mais donc, du coup, je suis pas. Moi, l'amour inconditionnel de la famille, ça me parle pas du tout. Moi, je conditionne mon amour. Mais non, d'ailleurs, je les aime inconditionnellement. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas si simple. Et les liens du sang, tout ça, ben, pour moi, c'est assez secondaire. Et donc, je suis très exigeante aussi avec les gens de ma famille. Et donc, voilà, donc j'ai parfois des relations conflictuelle avec mes parents. J'ai une histoire familiale un peu compliquée. Je suis partie très tôt de chez moi. J'ai eu une adolescence complètement à chier. Donc pas de super souvenirs sur la vie familiale sous le même toit. Après, j'ai 2 frères et sœurs fantastiques que j'aime beaucoup, qui sont beaucoup plus jeunes que moi et qui me gardent comme ça dans l'élan de la jeunesse, moi qui suis sur la pente déclinante, et qui m'apprennent des nouveaux mots et tout. Et ma sœur a 23 ans et mon frère a 26, donc ils sont vraiment beaucoup plus jeunes. Et voilà. Et puis maintenant, j'ai une petite fille. Et donc, du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que on se réinvente sa propre famille ensuite, et donc ses propres exigences. Et donc, j'essaye de faire pour le mieux, quoi. Mais je pense que la famille, c'est magnifique, mais qu'il ne faut pas tout accepter du tout, et qu'il faut être très exigeant et très vigilant parfois. Mais je suis très heureuse d'en avoir une, et je suis très heureuse d'en avoir fondé une aussi. Alors, il y a beaucoup de questions sur les personnages. Je sais qu'on en a parlé tout à l'heure. Noémie voudrait savoir comment donc, vous sont venus ces personnages, avant les thèmes ou après? C'est une bonne question. Est-ce que je me sers de personnages pour traiter mes thèmes? C'est marrant parce que j'aurais eu spontanément, j'aurais répondu oui. Peut-être je me sers de mes personnages pour traiter des thèmes, et en fait, je me rends compte que là, non. Et je ne sais pas d'ailleurs pour les précédents romans. Mais donc, en y réfléchissant, je dirais que non, c'est les personnages qui se sont imposés d'abord, même si ils se sont imposés dans un cas. C'est-à-dire, Iris, elle était quand même caractérisée par son grand âge, donc nécessairement, ça impliquait de parler de la vieillesse. Tréloque, c'était un tougher. C'était très important pour moi que ce soit un ancien tougher, enfin un ancien adepte des free parties. Et Alice, voilà, elle était dans cette espèce de quête de sexe un peu zinzin. Donc, mais je dirais que ce sont les personnages qui se sont imposés en premier. Et peut-être le fait que je les ai traités à la première personne a accentué cette tendance. Parce que j'étais dans leur tête, donc quelque part, je pense qu'ils m'ont peut-être mue davantage que d'habitude, enfin, je savais ce que je faisais, hein, je fais toujours des plans avant et tout ça. J'ai beaucoup d'admiration pour les auteurs qui se posent à leur clavier et qui font sans savoir où ils vont. Moi, j'ai pas ce courage, j'allais dire. J'ai besoin de me rassurer avec un plan avant, donc je savais quand même où j'allais. Mais ils m'ont entraîné néanmoins. Et c'était très plaisant d'ailleurs.
Alors, Nicole vient d'écrire, y a-t-il un personnage qui a eu tendance à prendre le pouvoir? Est-ce qu'il y a un personnage sur les autres, sur le pouvoir par rapport aux autres? Merde, je sais pas, mais vous non plus, vous n'êtes J'imagine, pas d'école. j'imagine. Comment? J'ai pas de détails, mais Oui, j'imagine que oui. Est-ce forcément. que tu présentes? Non, 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 j'ai vraiment fait en sorte que la répartition soit très équitable entre chacun des personnages, ne serait-ce qu'avec la pagination. Ils ont à peu près, chaque chapitre fait à peu près 10 pages, à de rares exceptions près. Et c'était important de maintenir ce rythme. Et d'ailleurs, ça faisait partie des questions qu'avait soulevé Vanessa lors du travail préliminaire. Euh, on, c'est elle qui a utilisé la figure de la valse, qui m'a dit c'est une valse, c'est une ritournelle, et c'est comme ça une espèce de chant mélancolique qui roule. Et elle aimait beaucoup ça. Et de fait, je suis restée très scrupuleuse sur la répartition de chaque personnage pour ne pas rompre avec ce rythme ternaire qui permettait d'impulser une musique, quoi. Je voudrais qu'on revienne sur la fin, parce que là, il va y avoir débat. Je vous le dis tout de suite. Avec Julie, on a adoré ton roman. On a toutes les deux adoré la fin, mais on a un gros débat sur la fin. Moi, je trouve que cette fin, il me manque un paragraphe pour adoucir le truc. Julie trouve que cette fin est formidable. Que s'est-il passé sur la fin? Est-ce que ça a été facile d'écrire la fin de ce roman? Euh, oui. Sans dire quelle est la fin. Non, on ne dévoile pas la fin. Non, non. Tu l'as dit tout à l'heure, ça se termine par la phrase où tu donnes le titre du livre. Mais moi, je suis arrivée, je dis, ah ben, c'est fini. Mais non, mais qu'est-ce qui se passe là? Non, non, mais là, non, j'en veux encore. Ah, Moi, je comprends, je suis désolée de cette brutalité. Hein. Je voulais pas. Comment? Non, ne sois pas désolée, moi je la trouve parfaite cette fin. Bon, tant mieux. Non, mais je suis team Julie. Non, non, mais c'est marrant, Nathalie, parce qu'il se trouve que ça a fait un peu débat avec Vanessa qui elle, effectivement, me disait, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir, donc je ne vais pas révéler, mais est-ce qu'on ne pourrait pas ensuite faire ceci, cela? Et j'ai dit non, j'ai dit vraiment, je veux laisser au lecteur la responsabilité de s'imaginer ce qu'il souhaite s'imaginer, de projeter ce qu'il a envie de projeter sur cette histoire. Et j'avais l'impression que j'aurais plus d'impact en lui laissant cette liberté qu'en lui vraiment mâchant le travail. Et puis moi, j'aime beaucoup les fins ouvertes. Justement parce qu'en tant que lecteur, j'aime bien projeter des choses, même si parfois c'est un déchirement de quitter les personnages, mais j'aime bien les fins ouvertes parce que ça ouvre un champ des possibles qui est assez poétique dans son absence, quoi. Enfin, dans l'absence d'épilogue ou de suite à une situation donnée. Donc, non, moi, ma fin, je l'aime bien comme ça et ça a été un sujet et pour le coup, je tenais à ce que ça se finisse comme ça. J'ai pas dit qu'elle était imparfaite, je l'aime bien aussi, mais je trouve elle arrive, c'est trop brutal, ça s'arrête. Non. Mais la vie c'est brutal, Nathalie, hein, parfois, c'est comme ça. Ouais, mais bon, on a le droit de rêver un peu quand même. Je comprends. Bon. Non, mais elle est très bien. Tout le livre est très bien. D'ailleurs, j'engage nos amis lecteurs qui n'ont pas eu la chance. Alors moi j'ai que les épreuves. Est-ce que Julie, tu peux remontrer le livre avec la vraie couverture? Voilà, il faut vraiment lire Jennifer Murzo parce que ce livre est moi, j'ai beaucoup aimé ce livre, du début jusqu'à la fin. J'ai rien de négatif à dire dessus, à part cette fin qui est un peu trop courte pour moi. Il y a vraiment du fond, il y a la forme, il y a tout ce qu'il y a, il y a de l'humour. Alors, au passage, alors ça va parler à beaucoup de gens. La couette avec le grand bleu, ça, c'est énorme quand même. Non, je ne l'ai pas eu, mais j'avais des amis qui avaient la couette, une housse de couette avec le grand bleu. Ça, c'est drôle. Donc, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de philosophie. D'ailleurs, je remercie Jennifer d'avoir cité Gilles Deleuze, parce qu'il est très peu cité, Gilles Deleuze. Moi, j'adore Gilles Deleuze, donc voilà. Julie, je ne sais pas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, mais j'ai découvert Jennifer par ce livre et j'ai très envie du coup de lire les précédents. Et j'ai trouvé un livre formidable, vraiment. Merci mille fois, merci beaucoup, ça me touche.
Donc, on rappelle que Le Cœur et le Chaos est sorti donc la semaine dernière aux éditions Julliard. Il est sur toutes les tables de librairie. Je vous engage dès demain matin à aller chez votre libraire préféré pour vous le procurer. Si vous avez une pulsion, ce soir, vous pouvez aller sur unendroitoualler.com. Sur la page de la rencontre de Jennifer, il y a un bouton à cet effet où vous pourrez acheter dans une librairie indépendante, parce que ça, c'est très important, le livre de Jennifer. Jennifer, avant de te laisser le mot de la fin, demain, on se retrouvera dans un autre univers avec Laurent Dutheil pour un livre qui s'appelle J'ai 7 ans, qui est sorti aux éditions Viviane Ami. Merci Julie d'avoir été avec moi ce soir. Merci Jennifer d'avoir accepté que nous soyons deux pour t'interroger ce soir. Et je vais te laisser le mot de la fin. Ouais, je m'en veux beaucoup parce que j'avais été prévenue que cette responsabilité m'encombrait. Et pour autant, j'ai oublié de préparer un truc. Donc, le mot de la fin sera que j'étais très heureuse de cette rencontre. Vraiment, c'est pas de la flagornerie, parce que ça fait tellement plaisir quand on se sent compris en tant qu'auteur, et j'ai vraiment le sentiment que c'est le cas là. Et compris, je veux dire, voilà, qu'on voulait traiter de telle ou telle chose et que les gens l'ont pris. Parce que parfois, on tombe à côté, ça peut arriver, hein, certains lecteurs ne comprennent pas. Et donc, c'est incroyablement doux et régénérant d'entendre des retours de lecture aussi enthousiastes et aussi sensibles à ce que j'ai voulu faire. Donc, un grand merci. Et voilà, et j'étais très contente d'être avec vous ce soir. Moi, j'ai envie de dire, soyez le résistant que vous pouvez. Ça, c'est une phrase de Jennifer, puisque c'est Aurélien qui le dit. Je suis le résistant que je peux être. Donc, soyez le résistant que vous pouvez. Ouais, c'est mieux comme mot de la fin, vous avez raison. Non, mais j'aime bien citer les auteurs, parce il y a quand même de belles phrases dans ton roman, donc autant les citer. Encore un grand merci d'avoir été là ce soir avec nous. Allez acheter le livre de Jennifer, Le Cœur et le Chaos. Rendez-vous demain. Merci Julie, encore une fois d'avoir été là. Bonne soirée mesdames, et belle trajectoire à ton roman. Merci beaucoup, merci à toutes les deux.